Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Hebdo des éditorialistes. Au menu de notre tour d'actualité ce dimanche, un gouvernement qui joue la carte de la continuité avec le départ de ses élus au Parlement. De notre côté, le plafond de verre qui résiste dans nos mairies et une lueur d'espoir numérique pour les artistes béninois avec la réforme du Bubedra. L'actualité nous a servi d'informations que nous allons décortiquer sur ce plateau ce dimanche avec nos invités. J'ai juste à ma gauche Herman Aniamboussou qui est journaliste, chroniqueur. Bonjour. Bonjour, chers consoeurs, et merci pour l'invitation renouvelée. C'est pas facile de vous mettre à la main des sûrs et c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Chers consoeurs, merci. Également un plaisir de retrouver un nouveau confrère avec moi sur ce plateau. Il s'agit de Ghislain Zanou, qui est journaliste indépendant. Ghislain Zanou, bonjour. Oui, bonjour, j'espère que vous portez bien. Bien sûr. À la suite des législatives de 11 janvier 2026, deux figures du gouvernement, les ministres de l'enseignement supérieur et de la culture ont choisi de siéger à l'Assemblée nationale. Contrairement aux attentes d'un remaniement, le chef de l'État a opté pour des intérims. Et bien sûr, la santé récupère le supérieur et l'industrie s'occupe de la culture. Une option de prudence à l'approche de l'élection présidentielle de 2026. Oui, Herman Aniamboussou, comment voyez-vous déjà cette décision du gouvernement de placer des intérims à la place de ces ministres-là? Je veux citer la dame Éléonore Yaïla Descamps qui va à la députation, également Jean-Michel Abimbola qui quitte son poste pour siéger à l'Assemblée nationale. Alors vous, de votre regard de journaliste chroniqueur, comment analysez-vous déjà cette décision gouvernementale? Ce qui est clair, je n'ai pas été surpris par cette décision du gouvernement de ne pas procéder à de nouvelles nominations avec le départ des deux ministres qui auraient choisi, parce que je dis auraient choisi parce que je ne sais pas si c'est eux-mêmes qui ont fait le choix de siéger au Parlement ou si c'est d'accord parti avec Patrice Talon qui se sont dit, mais écoutez, je préfère plus servir au Parlement que de rester au gouvernement. Et donc, je ne suis pas surpris du fait que Patrice Talon ait fait l'option de l'intérim pour remplacer ces deux ministres-là, parce que le gouvernement Patrice Talon nous a montré qu'il a la nomination très difficile. En 10 ans de magistère, on peut compter du bout des doigts le nombre de ministres qui ont été remplacés au gouvernement de Patrice Talon. Contrairement à l'autre régime, le régime du changement et de la refondation, ou même à quelques mois du départ de Boni Yayi, il y a eu encore des remaniements où on a eu des ministres d'État, des ministres qui ont été consacrés ministres d'État, et des DG qui ont été nommés encore, d'autres qui ont fait leur entrée au gouvernement, sans doute c'était pour les remercier ou sans doute c'était pour, vous comprenez. Et donc, pour Patrice Talon, il n'est pas question de faire ainsi. La preuve, avec on a vu que quand un ministre a été sorti du gouvernement, l'intérim a été tout de suite pris par le ministre Réhomé, et pardon, par le ministre Donato. Et donc, je n'ai pas été surpris que l'intérim soit assuré par les deux ministres. J'ai par contre été surpris par le fait que le ministre d'État Blaise Diop-Tchané et l'autre ministre Sadia Assouman aient choisi de rester... Qui remplace bien sûr Jean-Michel Abimbola. Aient choisi de rester au gouvernement. Justement. Parce que je me dis, étant jeune ministre, pour ce qui est de Sadia Assouman, je m'attendais plutôt à la voir au Parlement parce qu'ils ont, quoi qu'on dise, ils ont fait les 10 ans. Bien et sûr. 7 ans au Parlement, ajoutés aux 10 ans qui sont là, peut-être qu'ils ont des garanties qu'avec le prochain chef d'État, ils pourront continuer, pas être ministre et pas être chose là. Encore que les tests ont dit que la suppléance au Parlement cesse à la demande du titulaire. Donc, le jour où Diop-Tchané décide, il va décider. Parce que là encore, on ne sait pas encore s'il reste au gouvernement. Ils ont encore un délai. Ils ont encore un délai pour s'exprimer. Peut-être qu'à la fin, une fois que le délai sera échu, ils ont encore le temps de revenir au Parlement le jour où ils vont décider. Il va décider par exemple de cesser d'être ministre. Il peut toujours revenir au Parlement. Donc je pense que c'est des opportunités ou des options qui sont faites à ces ministres-là. Merci à vous, oui, Ghislain Zanou. Comment vous interprétez cette décision?
Bon, je crois que la question qu'il faudrait que chacun de nous posons, c'est que à quoi servira un remaniement, déjà que nous sommes à la fin de notre mandat. En avril déjà, nous aurons déjà une nouvelle équipe, mais bon, ça servirait à quoi? Je crois que on le dit toujours, l'État est une continuité. Et du coup, que ce soit tel ministre qui assure maintenant tel portefeuille de tel ministère, je crois que le plus important, c'est que les objectifs soient atteints. Et déjà que le chef d'État, qui est le chef d'orchestre, trouve qu'il n'a pas besoin d'une nouvelle tête qui viendra maintenant prendre connaissance des dossiers, commencer par dire vous étiez à... Bon, prendre connaissance de tous les dossiers qui sont en cours d'exécution au niveau du ministère auquel il serait affecté. Je pense que l'idéal, c'est ce qui a été fait. Le fait de ne pas, ne sais pas, faire appel, si je peux le dire ainsi, à un autre remaniement pour que, bon, tous les chiquiers soient encore remis en cause et tout ça là. Donc, je crois que c'est une bonne décision, un bon choix, bien avisé d'ailleurs, puisque de toute façon, nous sommes déjà à la fin. Et une nouvelle équipe est déjà là, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi encore s'échiner à aller chercher quelqu'un ailleurs pour dire, OK, venez gérer, je crois, c'est 3 mois ou 2 mois, 1 mois de trucs là. Non, non, je pense que c'est bien vu. Moi, je veux retenir de qualifier le choix qui a été fait. Parce que nous avons quand même des ministres, nous avons aussi des ministres conseillers. Oui. Et l'idée de départ qui nous a été vendue à travers ces ministres conseillers, c'est de faire en sorte que les ministres ayant déjà la tête dans le guidon, que ces ministres conseillers soient là pour les aider dans les choix stratégiques et tout, vous comprenez? Et donc, c'est vrai, autant on n'est pas surpris par le fait que Patrice Talon n'ait pas décidé de faire d'autres remaniements, mais on peut être surpris du fait qu'il y ait des ministres conseillers qui soient là et qu'on ne les fasse pas monter à ces positions-là comme ministres, parce que eux déjà, il y en a déjà qui ne prennent pas au Conseil des ministres. Oui. Le coordinateur, ministre coordinateur, Janvier Yavedéou, on nous a dit qu'il ne prend pas au Conseil des ministres. Donc, pour moi, c'est vrai qu'on ne serait pas surpris de voir par exemple Janvier Yavedéou remplacer, qui est levé comme ça, le ministre je ne sais pas, l'autre ministre Abimbola, par exemple. Oui. Vous comprenez? Et donc, plutôt que de concentrer plusieurs pouvoirs au maître d'une seule personne, j'avoue qu'aujourd'hui, quand vous prenez le ministre Donato, on sent qu'il est débordé, on sent qu'il a beaucoup de portefeuilles qu'il doit gérer à lui seul. Déjà le cadre de vie, ensuite l'infrastructure, ensuite autre chose. Et donc vous voyez, tout ça fait qu'on se demande si on est toujours dans un pays où c'est le désert de compétences, ou si on est dans un pays où alors on se dit le cercle est fermé, il ne faut pas permettre à quelqu'un d'autre d'entrer à l'intérieur. Sinon, moi je pense honnêtement qu'avec les ministres conseillers, on aurait quand même pu faire un petit saut. 3 mois de portefeuille ministériel, c'est pas peu. Hein. Nous sommes en février, nous avons mars, nous avons avril. C'est le 24 mai, je crois, que le prochain président va prendre, sera investi. Donc, on a encore 3 mois et demi au moins, même 4 mois, pour que le prochain chef d'État puisse s'asseoir et tout. Donc, et rien ne nous dit encore que s'il est là, il ne va pas garder d'abord l'équipe en attendant de continuer. Est-ce que les ministres conseillers n'ont peut-être pas d'autres engriffes-chats à fouetter et leur confier directement la tête même de ces institutions-là serait peut-être les bousculer un peu. Mais là, ça pose la question également du cumul de fonctions. Oui, en fait, c'est-à-dire que je crois que l'idée qu'il faut voir derrière les ministres conseillers, c'est qu'ils sont des lièvres pour les ministres qui sont là. Oui. Moi, je me disais que Patrice Talon a mis en jeu ce système pour que le ministre se sente désormais, que le ministre soit obligé de travailler parce qu'il se dit attention, si je fais mal, celui qui veut me remplacer est déjà là. Et donc, c'est vrai, ça fait encore cumul parce que Sadia Soumon, qui est déjà ministre de l'Industrie et du Commerce, va désormais prendre le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Donc, ça fait beaucoup à la fois. Et le ministre de la Santé, Rumpati, prend le portefeuille du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Donc, je pense que ça fait un temps cumul. C'est-à-dire que permettre déjà à ces ministres conseillers de monter d'un cran et de devenir ministre, je pense que le faire comme ça, c'est pas une manière de faire entrer de nouvelles têtes. C'est vrai que vous avez vu le gouvernement Patrice Talon a fonctionné de manière solidaire, de manière vraiment, je n'ai pas envie d'utiliser le mot, de manière fermée, de sorte qu'il est difficile aujourd'hui pour quelqu'un de se dire, voilà comment tel gouvernement fonctionne. Donc vous voyez, et quand on compare, je l'ai comparé, comparaison n'est pas raison, certes, mais avec Boni Yayi, même à quelques mois de son départ, il y a encore eu des remaniements.
est-ce qu'aujourd'hui, on ne sent pas le besoin, déjà que nous parlons de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, est-ce que nous ne sentons pas le besoin vraiment d'avoir quelqu'un qui continue l'œuvre entamée ou l'œuvre déjà entamée sur plusieurs années par Eleonore Elkan-Yahi? Je pense qu'on aurait dû, ma foi, faire appel à ces ministres conseillers pour leur permettre quand même de se valoriser un peu, de montrer qu'ils ont acquis de l'expérience en étant ministre conseiller sur cette courte période-là. Je pense que le faire comme ça aurait pu. Si je resterai toujours dans ma position de quelqu'un qui apprécie positivement ce choix qui a été fait, parce que je nous rappelle, Patrice Talon n'a jamais fait un choix qui n'a jamais été stratégique. Tous les choix qui ont été faits, toutes les décisions qui ont été prises, surtout que c'est toute une équipe. Le chef d'équipe est là. Le chef d'équipe sait qui mettre à tel endroit ou à tel poste pour que le système qu'il a mis en place lui-même continue de fonctionner. Il y a de cela quelques années, nous ne savons pas qu'on aura un jour des ministres conseillers. Un jour, nous avons des ministres conseillers. C'est parce que le besoin a été senti. Et du coup, le système a été mis en place pour ces ministres conseillers. Ces ministres conseillers, peut-être, je peux être d'accord avec vous du fait que vous dites que ces ministres conseillers sont là pour permettre à ce que les ministres eux-mêmes travaillent bien. Pour dire, attention, celui qui va me remplacer autant est déjà là. Mais si, à quelques mois de fin de mandat, si nous avons tel ministre qui vont au niveau de l'Assemblée et que le chef aussi, le chef d'équipe, toujours est-il qu'il est le maître du jeu. Le chef d'équipe décide de dire, bon, ok, malgré qu'il y a un ministre conseiller, je propose ou je décide, j'allais dire, que tel ministre accumule telle et telle fonction ou tel poste. Je crois qu'il est si tout le système, le résultat est positif, je crois que la première personne à féliciter, déjà que nous sommes à la fin des 10 ans, oui, on va féliciter tel ministre, on va féliciter tel ministre pour tel travail qui a été fait pendant son temps d'exécution. Mais je crois que la première personne à être félicitée, c'est le président. Parce que c'est lui qui est le chef d'orchestre, c'est lui qui a su miser sur tel ministère ou sur telle compétence et mettre telle compétence à tel niveau pour que le résultat à la fin soit positif et soit ce que nous voyons actuellement. Je reste avec vous, Ghislain Zanou. Pensez-vous qu'on peut gérer raisonnablement deux ministères aussi denses que la santé et l'enseignement supérieur sans agir sur la qualité de la réforme? Il y a une chose que vous devez aussi savoir par rapport à la question que vous avez posée, c'est est-ce que je dis la tête? Non, peut-être les cheveux, ou à la rigueur, la tête qui a été peut-être remplacée, mais le corps est encore là. Le corps, c'est toute l'équipe du ministère qui est encore là. Du cabinet, le directeur de cabinet, le deuxième agent ou le deuxième... Tout ça là, tous ceux-là sont encore là. Toutes ces compétences sont encore là. Et je crois que le ministre est là pour donner des directives en fonction, je crois, du programme d'action gouvernementale qui est établi, qui est connu de tous. Donc, le ministre, même s'il est de la santé et qu'il est désormais ministre de la santé et de la culture, je ne pense pas qu'il pourrait prendre une décision qui soit autre ou qui pourrait aller dans une autre direction que ce qui est prévu par le PAG, par exemple. Donc, que ce soit une tête maintenant qui porte deux corps, je crois que, essayez d'imaginer le chemin. Je crois que le plus important, c'est qu'on ait à chaque corps deux pieds, deux mains et tout ce qui va avec. Oui, c'est vrai qu'ils seront soutenus d'une manière ou d'une autre par l'organisation du ministère qui vont prendre en charge. Mais qu'en dites-vous de ce cumul sur les charges précédentes? J'ai commencé à le dire. Pour moi, Patrice Talon nous a montré quand même qu'il est resté droit dans ses bottes. Oui. Patrice Talon nous a montré qu'il n'a pas fléchi et qu'il est resté égal à lui-même. Parce que, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a nommé des directeurs qui sont en place depuis plusieurs années, des ministres aussi qui sont là depuis plusieurs années. Il y a peut-être eu quelques changements pour ce qui est des ambassadeurs en poste et tout. Mais sinon, il a fait confiance. Quand il te fait confiance, c'est qu'il te garde là et puis vous êtes là, vous travaillez. Et ça n'a pas été démenti. C'est vrai, aujourd'hui, avoir à gérer le portefeuille de la santé, qu'on connaît déjà très bien pour être ministre titulaire, et le portefeuille de l'enseignement supérieur pour être ministre par intérim. C'est vrai, il a expliqué, tout le système est en place.
mais on n'aurait pas craché sur une proposition à nomination des ministres conseillers. Vous comprenez déjà qu'on nous a que les ministres conseillers, c'est une première expérience dans notre pays. On n'a jamais vécu ça au Bénin. Et ce qui nous a été expliqué, c'est que les ministres conseillers sont là pour aider les ministres qui sont en poste. Il faut rappeler aussi que la nomination des ministres conseillers, ce n'est pas constitutionnel. Oui, mais ce n'est pas constitutionnel, mais il y a un texte qui a été voté. Justement. Et qui a autorisé ça, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et donc, pas besoin qu'on aille dans la Constitution. Dans ce pays, on a eu un Premier ministre dans ce pays. Ce n'était pas constitutionnel. Justement. Zissou a été Premier ministre ou pas. Il a été Premier ministre dans ce pays. Et donc, la seule fois où le Bénin a vraiment suivi la Constitution, c'est quand Nicéphore Soglo, Premier ministre, était là, et Mathieu Kérékou était chef d'État, président de la République. Donc, je pense que le fait de cumuler les deux portefeuilles aussi stratégiques, je ne sais pas à quoi cela rime, mais j'aurais souhaité que les ministres conseillers, pour une fois, soient mis en valeur, qu'on puisse leur reconnaître leur force. Parce que ce n'est pas nous qui avons demandé à Patrice Talon de faire cette option-là de ministre conseiller et même de permettre que le coordinateur en chef des ministres conseillers puisse assister au conseil des ministres. Et pas que. Rappelez-vous à l'issue de ce fameux coup d'État foiré heureusement, le conseil des ministres qui a suivi a constaté la présence de tous les ministres, y compris les ministres conseillers. Donc, c'est dire qu'ils sont montés d'un cran et ils ont commencé par participer pleinement aux actions du gouvernement. Mais ça gêne un peu qu'on ait des ministres conseillers et qu'on puisse demander à un ministre titulaire de cumuler notre portefeuille, alors que bon, ils auraient pu gérer. Et si nous suivons le schéma que vous êtes en train de dessiner, c'est-à-dire nous permettons à un ministre conseiller de remplacer le ministre qui va à l'Assemblée, vous ne pensez pas que des gens comme vous et moi n'allons pas encore dire pourquoi ne pas nommer un nouveau ministre conseiller, parce que de toute façon, quand le ministre conseiller devient ministre officiel ou je ne sais pas, il y aura le siège ou je ne sais pas, le siège de ministre conseiller qui est vacant. Maintenant, on va demander que le ministre conseiller devenu ministre occupe le poste de ministre conseiller de ministre, ou il faut prendre maintenant une nouvelle tête pour devenir maintenant ministre conseiller à 2 ou 3 mois de fin de mandat. C'est la question aussi qu'il faut se poser. De toute façon, peu importe le chemin qui sera dessiné là-bas, vous et moi, on aura toujours à dire pourquoi ne serait-il pas bien de faire telle chose. Mais moi, je crois que le ministre conseille. Je ne suis pas contre les ministres conseils, non, loin de ça. Mais le mieux, c'est que les ministres conseils restent là où ils sont actuellement et qu'on permet à ce que l'équipe soit toujours en place et que peut-être une tête porte de corps pour fonctionner. C'est compliqué qu'une seule tête porte de corps. Je comprends un peu l'image dans laquelle vous êtes, mais je me dis que, vous savez, au décès du ministre Yves Kouaro-Chabi, son portefeuille a été accumulé par le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. De sorte qu'aujourd'hui, c'est vrai, ça évolue. Mais pour une fois qu'on a des ministres conseillers, je me dis qu'on devrait quand même faire monter ces ministres conseillers à ce niveau. Encore que nous avons des ministres conseillers dont les rôles sont un peu dans une sorte de transversalité. Il n'est pas ministre conseiller pour un seul portefeuille, mais il est ministre conseiller pour deux ou 3 portefeuilles. Donc, on aurait quand même pu permettre à ces ministres-là de pouvoir remonter. Il n'est pas dit forcément que quand les ministres conseillers vont devenir ministres, qu'on va encore nommer des ministres conseillers, puisqu'ils sont là, pleins. Et à un moment donné, vous avez constaté avec moi que les ministres conseillers, au début, on a senti leur action sur le terrain, mais de moins en moins, on les voit sur le terrain. De moins en moins, on constate même leur présence autour de ces ministres titulaires-là. De moins en moins, de sorte qu'aujourd'hui, on se demande, excusez-moi, à quoi ils servent ces ministres conseillers, si ce n'est pas peut-être aller animer telle conférence, nous parler des coupures d'énergie électrique, nous parler de ceci, alors qu'en réalité, je pense que c'est ce qu'on appelle les lièvres. Ils devraient monter d'un cran. Une fois que les autres ont choisi d'aller au Parlement, ça aurait permis quand même d'équilibrer un peu la donne. C'est tout ce que puisque vous en parlez, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de compétence au niveau des ministres conseillers? C'est vrai, ils ont été normés, comme nous le savons, mais est-ce qu'ils sont vraiment aguerris pour affronter le poste de ministre même à quelques Maëlle, pour le peu de temps qu'il leur reste. Ils sont plus techniques. Ministre conseiller, pour le peu de temps qu'il reste. Et je reviens sur ce qu'a dit M. Zanou. C'est que le corps est resté. Ça dit que le ministre est parti,
mais tout le cabinet est resté en place. Justement. Les directeurs centraux, les directeurs déconcentrés et tout, tous, ils sont en place. Donc, parler de compétences, sur la base de quoi alors ces ministres conseillers ont été faits ministres conseillers? Et ils ont fait leur preuve et ils savent de quoi ils parlent. Vous n'avez pas me dit que Janvier Yawedo n'est pas compétent pour être ministre. Est-ce qu'on est d'accord? Vous n'avez pas me dit que Ogouwale, Romaric, n'est pas compétent pour être ministre. De toute façon, je ne fais pas de fixation sur des personnes, mais je me dis que logiquement, on devrait les faire monter. Étant donné que les corps sont restés, ça aurait été bien d'avoir un corps équilibré, donc une seule tête, les deux membres inférieurs, les deux membres supérieurs, et avoir un seul ventre, plutôt que d'avoir une seule tête qui doit commander quatre bras et commander 4 jambes. Ça va être compliqué, vous imaginez? Je suis d'accord, mais parlons aussi de la compétence. Si les ministres qui accumulent 2 portefeuilles ne sont pas compétents pour gérer ces 2 portefeuilles, je ne pense pas que cette attribution aurait été faite. Mais à quoi servirait? Je suis d'accord aussi, parce qu'en tout cas, à mon niveau, je ne sais pas sur la base de quoi et quoi ces ministres conseillers ont été nommés. Mais je donne un exemple. Je ne dis pas que c'est ça en fait. Oui. Ministre conseiller de la culture par exemple. On prend quelqu'un, ou non, loin de là, le ministre conseiller de la justice. Je ne dis pas l'actuel ministre conseiller de la justice. Non, je donne juste un chemin. Mais Gilbert Dehoumale, vous voulez dire? Ok. Est-ce que Gilbert Dehoumale, entre griffes, c'est toujours un exemple que je le donne, est-ce qu'il est compétent pour prendre la tête? Oui, j'avais dit tout à l'heure que le corps est toujours là et que c'est seulement la tête qui serait tout là. Mais dites-moi, quand bien même le corps est là et que le corps est compétent et que la tête n'est pas une tête avertie, on est tous d'accord que peu importe tout ce que les membres du corps diront à la tête ne pourra pas voir les choses telles qu'il le faut. Parce que une tête doit être bien avisée pour donner des instructions. Parce que tout vient de là, tout vient de la tête. Encore que, si vous permettez, le système talon fonctionne de telle manière que on ne peut pas dire que le ministre se lève comme ça et prend une décision. Non, c'est collégial. Je suis d'accord. Et c'est un conseil des ministres, d'accord. On est tous d'accord. Et pour l'exemple que vous avez pris, Gilbert Dehoumale, qui est... non, je voudrais quand même qu'on puisse s'éterniser un peu là-dessus. Il a été directeur de fonds d'aide à la culture. Oui. J'aurais peut-être aimé qu'il soit, comment on appelle, ministre conseiller à la culture, par exemple. Et là, dans ce cas, si Jean-Michel Abimbola partait à l'Assemblée, ce serait un peu logique que Gilbert Dehoumale soit ministre de la culture. Voilà, c'est ce que nous disons. Maintenant, donc, ce n'est pas les compétences qui manquent. Mais Gilbert Dehoumale à la justice, je ne connais pas ses compétences, mais c'est parce qu'il a beaucoup servi ou il a la compétence de juriste, la culture. Voilà, est-ce qu'il a ses compétences pour pouvoir nous diriger ou diriger l'équipe du ministère de la Justice? C'est la question qu'il faut se poser. Là où nous en sommes du débat, est-ce qu'on va parler de stabilité ou une difficulté pour l'État de redistribuer les 4 à ce niveau de mandat? Stabilité, difficulté. Vous savez, Patrice Talon, il a toujours fonctionné en groupe fermé. Je l'ai dit, un groupe homogène. Et il est difficile pour quelqu'un de mettre le pied à l'intérieur quand vous n'êtes pas dedans. Ils me disent, quand vous n'êtes pas dedans, c'est que vous n'êtes pas dedans. Vous savez, quand on nomme un ministre tout de suite, il y a des dépenses de souveraineté. Il paraît que vous avez droit à un pactole. Il paraît, c'est vérifié, vous avez droit à un pactole. Et je crois même que sous le régime défunt, bon, il y a eu ça. Tous les derniers qui ont été nommés, ils ont eu le temps de prendre leur pactole. Parce qu'il faut se faire, il faut se refaire et changer de look, être vraiment ministrable. Ouais, donc, peut-être que Patrice Talon se dit, ce serait de l'argent versé par la fenêtre que de nommer d'autres ministres et de leur dire, bon, vous devez prendre le pactole de 20, 50 millions pour vous installer. Donc, il s'est dit, non, il vaut mieux garder les sous pour faire les routes, pour faire la preuve. Pour venir ici désormais, toutes les rues sont pratiquement bitumées et tout, asphaltage, et ça fait plaisir. Mais moi je dis, étant déjà ministre conseiller, c'est sûr que étant ministre conseiller, on lui a déjà donné ce qu'il fallait pour qu'il s'habille. Vous avez dû constater avec moi que pour être en conseil, et les looks ont changé au niveau des ministres conseillers. Si on en voyait qui portaient des choses, bon, on ne va pas le dire, mais bon. Donc je me dis, les faire passer de ministre conseiller à ministre, ça ne devait plus nécessiter forcément le pactole qu'on donnait à quelqu'un comme moi, qui va être un ministre aujourd'hui, à qui on est obligé de refaire les cheveux, les barbichettes et tout et tout et tout. Donc, on aurait quand même pu les positionner et leur dire, bon, écoutez, vous êtes déjà là, ministre, conseiller, montez d'un cran, vous restez là, vous savez. Donc, c'est un choix que Patrice Talon a fait. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est la stabilité? Moi, je me pose des questions. Je me dis, c'est une première au Bénin et on pourra peut-être faire le débat après. Pour assurer
la continuité de la stratégie. Si on vous nomme, vous n'allez pas dire que c'est des dépenses inutiles. Hein. Non, mon, si vous avez les sous là maintenant, vous n'allez pas dire que c'est des dépenses inutiles. Qui refuse de gagner 20 millions? Qui refuse? Ah bon, voilà. Mais bon, mieux vaut que ces sous servent à de bonnes causes que de les gaspiller, surtout en fin de mandat. Il faut surtout voir le temps qu'il nous reste à faire et est-ce qu'il est nécessaire de changer encore ou d'impliquer une nouvelle tête ou de faire ressortir quelqu'un qui est en bas pour l'amener en haut pour que... Non, c'est ce que nous pensons. Et je crois que le choix est bien judicieux. Alors, quel message la décision des intérims envoie à la classe politique qui attendait peut-être un remaniement ministériel? Le message, je crois que le message est clair. Nous ne faisons pas de gaspillage. Nous faisons des choix judicieux en fonction de la situation qui se présente, en fonction du cadre dans lequel nous sommes. Donc, je crois que, comme on le dit souvent, s'ils sont intelligents, ils vont comprendre. S'ils ne sont pas intelligents, ils vont peut-être continuer à dire ce qu'ils sont en train de dire actuellement. Mais toutefois, il faut qu'à la fin, les résultats soient toujours élogieux. Non, je ne pense pas que ça envoie un message. Parce que vous et moi avons constaté que quand Patrice Talon a pris le pouvoir, il y en a qui ont pensé qu'il devait fonctionner un peu comme Boni Yayi, qui a nommé plus de 10 directeurs au port en 10 ans, plus de 10 directeurs. Mais Patrice Talon a montré déjà le temps de ce que sera sa gouvernance. Et effectivement, il est resté égal à lui-même. Et donc, vous avez constaté avec moi qu'au début, à chaque changement de ceci, il y avait ceux qui déjà prêtaient leur CV et qui se disaient qu'ils allaient être nommés, ils n'ont pas été. Donc, le message qu'il envoie, c'est de dire aux hommes politiques qui sont friands et très frileux des fauteuils ministériels ou des fauteuils de directeurs, c'est de leur dire calmez-vous, vous n'allez pas rentrer dedans, restez tranquille et allez peut-être aux élections là-bas ou alors travailler à ce que vous soyez vous-même. Je pense que c'est une manière pour Patrice Talon de leur dire je ne fais pas des nominations à l'appel, je choisis les têtes que je veux, qui sont avec moi, je leur fais confiance. Je pense que Patrice Talon nous a montré qu'il y a un autre mode de gouvernance dans le pays. Sinon, je vous dis, on a eu à peine deux remaniements en 10 ans. Je pense que c'est une première au Bénin. Et ces choses à expérimenter. Désormais, vous allez voir, même celui qui sera là en 2026, à partir de mai, il y aura plus cet engouement à courir tous les mercredis, à attendre aux portes pour dire voici mon CV. Les gens vont comprendre que, attention, il est possible que quelqu'un vienne au pouvoir et qu'il fasse 10 ans avec la même équipe, qu'il fasse 10 ans avec les mêmes directeurs, 10 ans avec tout, encore qu'à ce niveau. Je pense que nous avons intérêt à ce que ça ne reste pas comme ça éternellement. Bon, je crois que le plus important, c'est que si vous êtes compétent, on viendra vous chercher, peu importe votre position géographique. Et ce n'est pas une question de je suis un homme politique, donc d'office, je dois être nommé à tel ou tel poste. Non. Parce que est-ce qu'il faut être politique avant d'être nommé à un poste où on attend des résultats concrets de vous? Si vous êtes politique et que vous n'êtes pas compétent pour le poste, vous n'allez pas espérer qu'on vous nomme à ce poste, non. Donc, je crois que le message aussi, pour ajouter à ce que j'avais dit, c'est que chacun travaille à renforcer sa compétence et qu'on n'a pas besoin aussi d'être ministre pour faire avancer le pays. Chacun, d'une manière ou d'une autre, dans sa posture, dans son lieu de travail, dans sa commune, dans son village, fait avancer. Peut contribuer à cela. Exactement. On l'aurait compris, le gouvernement mise sur la stabilité, la compétence pour continuer à travailler vu les échéances électorales qui sont déjà très proches. Est-ce qu'il faut remanier encore le gouvernement ou miser sur la carte de compétences déjà disponible? Eh bien, c'est au nouveau intérimaire de savoir jouer le jeu et de conduire à bon port les missions déjà entamées par leurs prédécesseurs. Alors, mesdames et messieurs, nous allons continuer cette émission. Après l'installation des conseils communaux, nous avons constaté que seulement 4 femmes ont été portées à la tête des 77 mairies du Bénin, un chiffre qui stagne et qui contraste avec les ambitions de promotion du genre portées par les réformes législatives récentes. Entre Porto-Novo, Cotonou, Parakou, les postes de décision restent une chasse gardée masculine. Emmanuel Niabosso.
que voulez-vous, si vous êtes là, animer cette émission, c'est parce que vous êtes compétente. Et donc, à chaque fois qu'on aura besoin de gens compétents pour travailler, on fera appel à des compétences qu'il faut. Il ne s'agit pas d'aller chercher une vendeuse de quoi que ce soit pour venir animer un plateau. Jeudi, c'est vrai, 4 femmes. Nous avons Candy, Ketou, Tukutuna et puis Tofor. C'est déjà pas mal. Il revient à ces 4 femmes-là, mairesses, si vous voulez, comme vous aimez bien qu'on fasse le genre, à ces 4 femmes mairesses, de donner la preuve de ce que si on confie les communes à des maires, à des femmes, elles peuvent gérer cela. Et comme vous avez dit, les chiffres stagnent. C'est vrai qu'on avait déjà eu une femme maire de Tofor. Est-ce qu'elle a apporté la preuve de ce qu'elle sait faire? Est-ce qu'il est même prévu une sorte d'audit, de gestion des maires passés? Je pense qu'il faut faire ça pour nous permettre de savoir dire exactement si les maires qui ont été femmes par le passé ont bien géré, les hommes qui ont été maires également, est-ce qu'ils ont bien géré? Là, ça permet de savoir qui est-ce qu'on positionne désormais à la tête de nos communes. Pour moi, 4 femmes, ce n'est pas peu. C'est sans doute dans en fait, le nombre, le vivier, c'est sans doute, comment dit-on, les compétences du moment que les partis sont allés chercher. Sinon, on aurait pu avoir, c'est pas sur les 77 maires, on aurait pu avoir 34 maires ou la moitié maires femmes. Mais je pense qu'on ne va quand même pas dire, oui, femme pour femme, promotion de femmes, positionner des femmes qui, à la fin, vont finir par décevoir les partis. Je pense que ce n'est pas une bonne option. Merci à vous, Gisèle. Bon, je crois que qui allons-nous accuser s'il n'y a que 4 femmes dans le rang de 16 mai? C'est vrai que c'est une avancée, mais c'est quand même minime. Oui, je suis d'accord, mais la question reste toujours posée. Qui allons-nous accuser s'il n'y a que 4 femmes dans le rang de 77 mai? Personne. Ou du moins les femmes elles-mêmes. Parce que j'ai eu la chance de me promener un peu pendant les campagnes et tout ça là. Ou les meetings, j'allais dire. Là, vous voyez 10 hommes autour d'une table, vous avez une seule femme. 10 hommes, une seule femme. Donc, 77, mais 4 femmes. Je crois que le résultat est là. Si autour d'une table, on a 10 hommes, une seule femme, à une réunion où les femmes aussi peuvent bousculer, c'est une réunion, peuvent bousculer le rang, et aussi là où on a 10 hommes, on a 5 femmes ou on a 4 femmes minimum. Je crois que si désormais, déjà dans les débats politiques, les animations communautaires et tout ça là, si les femmes commencent à impacter davantage, je dirais, c'est leur communauté. Ça commence par là. Commence à impacter davantage leur communauté. Je crois que à la fin, peut-être après 14 ans, on aurait certainement 12 femmes, j'allais dire, dans le rang des 77. Mais une chose est sûre, on est au Bénin, on est en Afrique, et je nous dis, nos mamans préfèrent aller vendre au marché, s'occuper de leur boutique, mais les quelques-unes qui s'intéressent aux choses politiques, c'est celles qui, en griffe, ont été un peu à l'école, ou d'une manière ou d'une autre, ont été tirées par quelqu'un. Soit c'est ça en fait. Mais actuellement, maintenant, si nous prenons dans nos communes, ça part de nos communes, surtout les communes reculées. Dans quelles communes vous voyez, les femmes sont là-bas, les hommes sont de l'autre côté, et c'est les hommes qui animent le débat. Maintenant, si nous animons le débat, à la fin où il fallait maintenant choisir quelqu'un, c'est celui qui a le plus parlé, quand on dit, lui là, il est bon, il peut faire avancer notre truc là. On ne peut que faire ça. Donc, j'invite pour résoudre ce problème, parce que j'ai eu la chance au moins d'être reçu par la dame de Candy, où je l'ai vu dans ses actions. Ce n'est pas le moment de faire son mea culpa, non. Mais au moins pour dire que, au moins les quelques jeunes qui sont là ont fait leur preuve. Et il serait bien également que nous renforçons les systèmes, le système de promotion de femmes d'une manière ou d'une autre. Si tant est que nous voulons que désormais on ait 20 dames maires dans le rang des 77, c'est que, bon, il faut que les systèmes de trucs-là, de promotion de femmes, s'investissent dans ce truc-là. Parce que quand on parle de promotion de femmes, ces systèmes s'investissent ou investissent beaucoup plus dans quoi? Est-ce que cette promotion ne revient pas aux formations politiques?
Oui, elles-mêmes, ces trucs-là, je continue qui doivent toujours. porter les femmes. Je continue toujours dans ma logique qui dit, Mhm. quand nous parlons de promotion de femmes, la promotion de femmes, les systèmes, en tout cas, pour ce que je connais, c'est qu'on préfère beaucoup plus amener la femme à être indépendante financièrement, à avoir son job, à avoir sa marchandise et ne plus dépendre de son mari. C'est ce que les systèmes de promotion de femmes qui sont en place font majoritairement. Donc, du coup, pourquoi ne pas créer maintenant des systèmes de femmes, des systèmes de promotion de femmes qui s'investissent davantage dans la vie politique? Amener des femmes, détecter déjà des talents depuis le bas âge, amener ces femmes, les coacher pour que, je le dis toujours, dans 14 ans, parce qu'il faut ça, dans 14 ans, on aurait 14 femmes mères ou 20 femmes mères. Je pense que... Herman Aniebos, oui, oui. allez-y d'abord. Ce problème aurait été réglé, ma foi, s'il n'y avait pas eu des partis politiques qui ont décidé de faire cavalier seul. Par exemple, Moël Bénin a en son sein des femmes d'une certaine qualité. J'en ai côtoyé, je sais de quoi je parle. Idem pour les démocrates aussi. Parmi les démocrates, il y en avait, il y en a, il y a des femmes qui ont déjà fait leur preuve à travers le militantisme politique et qui savent vraiment de quoi elles parlent. Vous voyez, de sorte qu'aujourd'hui, c'est seulement les partis qui ont pu lever les taux de qualification, pour ainsi dire. C'est ces partis-là qui ont aujourd'hui des femmes. Et donc, on ne peut que s'attendre à ces résultats-là. Vous voyez, donc c'est aussi ça. Si les femmes qui travaillent ou qui ont travaillé au sein des formations politiques qui ont décidé de faire cavalier seul, ces femmes avaient fait de très bons choix en se disant non, le parti dans lequel nous sommes n'est pas un parti assez bien assis. Allons dans les partis politiques qui ont vraiment du poids. Peut-être qu'on aurait eu, je ne sais pas, 10, 12 femmes qui seraient maires ou mairesses. En tout cas, aujourd'hui, ce serait du très renfort, bien vu. ce serait très bien vu. Si dans 14 ans, non, pas forcément dans 14 ans, oui, parce que 7 ans passeront, et peut-être avec la recomposition de la classe politique, peut-être que les femmes qui étaient dans cette partie politique-là, qui n'ont pas pu obtenir, peut-être qu'elles vont faire leur entrée dans les formations politiques ici, et peut-être dans 7 ans... espérons que les partis politiques qui n'ont pas pu participer aux élections cette année puissent se remettre en cause, revoir le système. Voilà, et se fondre dans les grands ensembles. Des choses, n'est-il pas possible de forcer la main au système en imposant, par exemple, des quotas au niveau pour des femmes en tête de liste pour les communales, par exemple. Un tiers déjà pour chaque liste, ce qui reviendrait au minimum à 26 femmes sur 77. Est-ce que ce n'est pas déjà une question d'imposition à ce niveau des choses? Vous avez appris comme moi qu'il y a eu un conseiller communal dont le siège a été invalidé parce qu'il ne savait pas lire ni écrire en français. Vous comprenez? Donc la question de compétence, la question de niveau. Et donc, demander alors ou imposer désormais qu'on ait peut-être le tiers ou un peu comme on l'a fait pour les députés, il y a la place des femmes et tout. Le faire comme ça au plan des communes, au niveau des communes, ça pourrait amener alors à aller chercher, c'est pas, la vendeuse de Tchakpalou et la positionner. D'où vient la question de formation dont on parlait tout à l'heure, formation, non, le problème que nous avons au Bénin, c'est comme je l'ai dit, les femmes qui ont ce niveau, qui ont ces qualités-là, se retrouvent peut-être dans des formations politiques qui n'ont pas une bonne base. Il y a des femmes comme ça qui ont de tels niveaux, mais qui sont empêchées par leur mari. Le mari dit, mais écoutez, bébé chou, tu restes à la maison, politique là, c'est pas ton show. Donc reste là parce que les enfants sont là. Parce que le mari se dit, si elle va là-bas, je vais la perdre. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ces préjugés, il y a ces idées-là qu'il faut essayer de sortir de nos têtes à nous. Vous comprenez? Donc sans ça, les femmes, ce n'est pas qu'on manque de compétences en matière féminine au Bénin. On en a. On a des femmes. Quand j'ai parlé de Moël Bénin, il y a, peut-être que vous la connaissez, Madame Paraïso, Noël Paraïso, Marie-Noël Paraïso, qui est on a fait l'université ensemble et qui s'est vraiment illustrée. Quand moi j'ai vu qu'elle est dans Moël, je me suis dit, mais voilà, c'est pas mal. Elle a été candidate, je crois, à Cotonou pour les élections passées, mais ça n'a pas marché. Donc, si cette partie avait vite compris l'enjeu et avait décidé de se fondre dans les grands ensembles, peut-être qu'on aurait eu plus de femmes aujourd'hui qui sont là. Donc, c'est travailler d'abord à ce que les partis qui sont les menus fautins, j'utilise l'expression, les partis qui sont satellitaires là, se fondent dans les grands ensembles pour qu'on puisse vraiment maximiser les efforts, les énergies des femmes. Là, on n'a même pas besoin d'aller vers une discrimination ou une loi pour désormais les mettre. Sinon, je vous dis, on ira chercher la vendeuse de Tchoukoutou pour être candidate sur une liste et après, la Cour suprême viendra dire NCN ni écrit donc siège invalidé. Ce n'est pas que ça manque, il faut travailler plutôt à fédérer les énergies, à mettre ensemble vraiment tout ce qu'il y a comme potentialité et vous allez voir ce que ça va donner.
Oui, Ghislain Zanon, qu'est-ce que vous pensez de l'imposition d'un quota? Je crois que ce choix revient aux Béninois. Si tous les Béninois décident que nous nous imposons ce quota, je crois qu'on le fera. Mais si on le fait, ça nous ramènerait peut-être au problème soulevé par le confrère. Mais je pense que si de tels systèmes sont enclenchés, il va falloir mettre en place des processus ou des mini-systèmes pour suivre ou s'assurer de la formation des femmes ou détecter les talents dès le bas âge, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que savoir lire et écrire, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas également chose difficile. Mais savoir lire et écrire ne suffit pas pour gérer une commune. On est tous d'accord. Vous allez où certains me diront qu'il y a les secrétaires exécutifs qui sont là. Je suis d'accord. Mais une chose est sûre, il faut que nos maires aussi pensent à la vie politique. Et il faut aussi que nos pères aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, puissent aussi laisser la main et faire confiance un peu au système. Mais est-ce que tous les Béninois veulent maintenant faire de la politique? Parce que allez écouter ce qui se dit dans les rues, vous tendez le micro à quelqu'un pour poser une question un peu politique, il dira que non, que lui ne veut pas parler. Déjà que lui refuse de se prononcer sur une question politique, pensez-vous qu'il viendra dire quoi? Puis une maman, la maman préfère parler de condiments et tout ça là. Bon, la majorité de nos mères, de nos femmes en général, préfèrent s'occuper de leur fonction et de leur foyer. Fonction, c'est aller là-bas, travailler, rentrer le soir, aller préparer aux enfants et s'occuper de son foyer. Mais être mère, par exemple, c'est des obligations. Parce que vous n'avez plus seulement ou plus que votre foyer. La commune est devenue votre foyer également. Le problème de la commune est devenu votre problème. Donc, du coup, il va falloir que ces systèmes de promotion de femmes qui sont en place essaient de revoir un peu leur fonctionnement pour que davantage nous ayons des mères pendant des prises de décisions politiques ou pendant des réunions politiques. Parce que ça commence de là. Si vous n'impactez pas votre commune, votre famille d'abord, comment est-ce que l'enfant, la petite fille à la maison, quand papa et maman, la famille se réunit, on a une petite réunion en famille où on donne la parole à tout le monde, elle se prononce. Moi, souvent, j'entends dire, excusez-moi pour le thème, c'est ce que Fofo a dit là, que nous on est d'accord avec ce que Fofo a dit. C'est tout. Tu vois, donc, vous le donnez la parole, c'est ce qu'elle vous dit. Et du coup, si déjà la petite fille, à bas âge, dit, c'est ce que son grand frère a dit, que l'autre soutient, pourtant peut-être, elle a peut-être une très belle idée, ou son apport à apporter à ce qui est dit, je pense que ça commencera depuis nos familles. Il faut que nos papas, nos parents, maman, papa amènent nos sœurs à s'exprimer. Même si c'est soutenu ce que le grand frère a dit, il faudrait qu'elle même ait ses propres mots pour quand même soutenir ce que son frère a dit. Et de là, on ira dans nos écoles, dans nos universités, et petitement, vous verrez. Il se pose alors la question de l'accès à la sphère politique pour la femme. Alors, comment y remédier concrètement? Oui, pour que les femmes accèdent à la sphère politique, ce n'est pas chose compliquée. Elles le font déjà. Elles ont commencé. La preuve, vous voyez avec moi qu'au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, il y a au moins une femme dedans. C'est parce qu'elle a été deuxième questeur et elle a été reconduite à ce même poste de deuxième questeur. Ça veut dire qu'elle a quand même une certaine compétence, sinon on l'aurait enlevé de là. Au niveau même des commissions également, vous avez vu que la ministre Ladécan, elle est devenue présidente d'une commission désormais, donc parce qu'elle a une certaine compétence. Donc, je pense que les femmes qui jouissent d'une certaine compétence et qui font montre de cette compétence-là, c'est des femmes qu'on n'hésite pas à positionner. C'est-à-dire, c'est fini l'époque où, parce que vous êtes jolie, parce que vous savez taper le panouhon, odéo et aton, au waba. C'est fini l'époque où, parce que vous savez faire ça, où vous êtes femme à aller chercher les femmes pour les amener à l'aéroport, accueillir les délégations étrangères, on vous positionne. Je crois que c'est fini cette époque-là. C'est l'époque désormais où on a besoin des mères qui épousent la vision 2060, des mères qui vraiment travaillent à ce que cette vision se traduise en actes et en actions sur le terrain. Et donc, on n'ira pas chercher un maire qui, c'est pas, ma foi, ne connaît que sa poche, ou un maire qui se lève et qui n'a aucune vision. Auquel cas, on verrait que cette vision ne sera jamais atteinte en 2060. Donc, je pense que
c'est de travailler d'abord à ce qu'il y ait une formation accrue des femmes qui sont déjà dans les partis politiques, à travers les écoles de formation politique. Malheureusement, les écoles ne sont là que de nom. On ne les voit pas encore en train de fonctionner. Aujourd'hui, vous avez des femmes de ces partis politiques qui viennent sur des plateaux. Il y en a qui tiennent de bons débats, mais il y a d'autres, quand elles viennent sur le plateau, comme l'a dit tel, comme l'a dit l'autre, comme l'a dit, et c'est ce que vous entendez jusqu'à la fin. Donc, je pense qu'il faut travailler à ce que les femmes sachent elles-mêmes faire confiance en elles-mêmes et savoir que oui, je suis venu, j'ai une idéologie, j'ai une vision du parti que je dois défendre, pas ma personne et tout. C'est vrai, j'ai été surpris, j'étais sur un plateau un jour avec une femme, elle est d'un parti politique, mais elle est venue. La première chose qui m'a frappé, c'est que sa tenue même, sa tenue est aux couleurs du parti politique. Ça veut dire que celle-là, par exemple, elle a une certaine vision. Elle sait ce qu'elle est venue dire. Et je n'ai pas hésité à le dire. J'ai dit, mais vraiment, madame, vous êtes pas mal. Vous avez porté cette couleur, c'est la couleur de votre parti. Et peut-être qu'elle l'a fait inconsciemment, mais moi, je le lui ai dit, étant de la télé. Donc, je pense que les femmes doivent travailler à ce qu'on leur reconnaisse leur place, mais pas dans les affaires de couloir. Il faut qu'elles puissent s'extérioriser, qu'elles puissent travailler réellement pour mériter la place qui est la leur dans cette sphère politique-là. Comme il a dit, on peut avoir autour d'une table 10 personnes et c'est une seule femme qui est là. Non, pas du tout. Normalement, déjà à ce niveau, sur 10 personnes, on a 5 femmes, 5 hommes. Mais cela voudrait dire que les femmes ont quelque chose à vendre, ont quelque chose à donner à ce petit espace-là. Sinon, on va les renvoyer toujours à 4 mères. Ne soyez pas surprise qu'on ait peut-être 2 mères dans 7 ans, 2 femmes mères sur les 77. Parce que ceux qui sont là n'auraient pas apporté la preuve de ce que, quand on les fait mères, elles peuvent faire. Je connais Tukutuna, entre Natitengu et puis Tanguieta. C'est une petite ville qui est là. J'espère qu'elle va pouvoir donner la preuve de ce qu'elle sait faire. Pour Tofor, elle est là. L'autre a été mère aussi. C'est aussi une femme qui était là. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement à Tofor? On ne sait pas. Aujourd'hui, Ketou, j'ai été là-bas il y a longtemps, mais il faut que les femmes qui sont là puissent donner la preuve de ce qu'elles maîtrisent leur communauté, elles maîtrisent leur zone et qu'elles peuvent faire développer la commune en tenant compte, je rappelle, de la vision FE 60. Merci à vous. On l'aurait compris, l'initiative de la promotion des femmes au sein des partis politiques revient aussi à ces formations politiques qui doivent également instituer une dynamique pour que ces femmes-là puissent vraiment avoir accès à la sphère politique. Et pourquoi pas penser aussi à mettre des quotas. Vous avez été un peu distant sur la question, mais le débat est ouvert. Quota, et on verra, la réforme est en cours quand même. On verra d'ici là comment les choses vont changer. Mesdames et messieurs, le Conseil des ministres de ce mercredi 18 février 2026 a validé des modifications des statuts du BUBEDRA. Je vous fais un rappel très bref. Il y a l'article 10 des statuts qui définit la composition et le fonctionnement du conseil d'administration. C'est le texte qui détermine qui a le droit de siéger à la table des décisions. Et bien que le détail des nouveaux alinéas soit en attente de publication au journal officiel, la décision du Conseil des ministres vise à simplifier le nombre de sièges pour rendre le conseil d'administration plus réactif, exiger des compétences spécifiques, gestion financière, droit du numérique pour les administrateurs afin de superviser efficacement la nouvelle plateforme de dématérialisation et d'une certaine façon de revoir les règles de contrôle pour éviter les conflits d'intérêts dans la répartition des redevances aux artistes. Alors, Ghislain Zanou, une décision du gouvernement, on peut dire on peut parler d'une réponse aux artistes. Oui, je crois que... un secours à leur endroit. Un secours, un ouf de soulagement. Parce que je commencerai par la dématérialisation pour dire que dans un passé récent, c'est difficile d'établir nos cadres d'identité. Je commence par là. Et aujourd'hui, même sur votre lit d'hôpital ou votre lit dans votre chambre à coucher, vous pouvez vous faire établir une carte d'identité appelée CIP maintenant, je crois bien. Et ça voudra dire que si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est parti d'une volonté, d'une vision, d'une décision et tout cela a été concrétisé par des actes. Et
des frais, à moins de frais, vous avez ce que vous voulez. C'est aussi bien que nous avons cette dématérialisation au niveau du bébé drap. Parce que ça permettra à ce que chacun, chez lui, puisse s'acquitter de ce qui doit être fait et que ceux qui doivent bénéficier de ces collectes de fonds puissent aussi en bénéficier. Parce que s'il n'y a pas de l'argent dans la caisse, on est tous d'accord que ceux qui doivent en bénéficier ne pourront pas, même s'il y a tout un système. Donc, sur ce point, je salue l'initiative qui ne m'a pas surpris. Parce que depuis 2016, nous avions vu des décisions, des réformes qui ne sont pas tombées du ciel. Ce sont des choses ou des décisions qui ont été prises pour venir résoudre une solution, autant pour moi, qui est venue résoudre un problème précis. Et dans ce cas, je crois que ça ne nous a pas surpris à partir du moment où c'est le gouvernement de réforme qui a pris cette initiative. Et toujours du côté du conseil. Au niveau du conseil, c'est désormais les artistes, si je ne m'en abuse, des artistes aussi, bien étant compétents, doivent aussi faire partie de ce conseil. Il est bien que ce soit nous-mêmes qui défendons nos propres causes. Donc, je crois que c'est aussi une initiative pour quand même, parce que il y a des artistes qui, jusqu'à aujourd'hui, ne comprennent pas l'importance du bébé drap. Quand on leur dit d'aller acheter le timbre, quand on leur dit d'aller déclarer leurs œuvres, ils se disent, mais est-ce que ça en va la peine? Donc, du coup, je crois que c'est le moment pour quand même, si nous voyons, je donne un exemple, nous voyons Alekwe Ranho ou Anis Pépé, qui est au niveau du conseil, par exemple. Je ne dis pas qu'ils seront, forcément, non. Mais qui sont, par exemple, au niveau du conseil et qui rentrent maintenant dans les villages ou qui font des réunions ou qui rassemblent des artistes qui vous disent, ah les gars, nous sommes là-bas. Nous sommes informés de ce qui se passe là-bas. Et nous sommes venus vous dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, parce que c'est bien pour nous. Pensez-vous qu'il y aurait un artiste qui se lèvera et dira que non, que c'est faux? Non. Parce que c'est un des nôtres qui est venu nous dire ce qui se passe là-bas et qui est venu nous rassurer davantage que ce système qui est mis en place, c'est pour nous. Mais imaginez un bureaucrate, un homme avec cravate bien vestimenté, je dirais, et qui vient et qui vous dit, les gars, allez payer 2000 là-bas. L'artiste se dira, ou le gars de l'autre côté se dira, mais lui, là, il est venu nous vider de nos pauvres sous, en fait. Donc, du coup, c'est une très belle initiative et que nous espérons et qui porterait ses fruits pour le bonheur des artistes. Oui, Madame Nyabossou, est-ce que là, on n'assiste pas à une gestion plus professionnelle du bureau de droit d'auteur au détriment d'une gestion beaucoup plus administrative ou en griffe politisée? Je pense qu'avec cette formulation, c'est plutôt un souhait. Oui. C'est le souhait de tout Béninois de voir que nous avons des composants de la nation qui sont prises en compte. Parce que, figurez-vous, avec les nombreuses réformes dans le pays, on voit de moins en moins d'artistes qui vont prester. Hein, si c'est peut-être pas, heureusement, le We Love Eya qui de temps en temps fait appel à nos artistes. Avant, au moins, quand il y avait des meetings ici à gauche et à droite, les artistes étaient là pour prester, ça leur permettait d'avoir un peu de sous. Et donc, quand on parle du bébé drap et des artistes béninois, ça me renvoie à cette image-là d'un artiste célèbre qui un jour a surpris dans les fêtes tricolores des CD, estampillés de ses œuvres et tout, et qui a pris aussi bien le vendeur, la cagnotte de CD, et qui était allé au commissariat de Cotonou, qui a appelé à l'époque toute la presse pour qu'on vienne voir comment ils étaient grugés par des vendeurs, des gens. Aujourd'hui, écoutez, vous et moi, vous voyez dans ma voiture, je dois avoir une clé USB sur laquelle on copie des sons et puis on joue. Avant, on pouvait acheter les CD. Ce n'était pas donné à tout le monde d'acheter des CD. Compact disque, à l'époque, en 88-89, c'était dans les 15-20 000 francs, un compact disque. Aujourd'hui, vous trouvez les CD dans les feux tricolores, 3 000 francs, et vous prenez, vous êtes content, vous jouez de la musique, sans savoir qu'en faisant ça, il y a quelqu'un qui a fait travailler ses méninges, qui a sorti le son et qui n'en bénéficie pas. Donc, travailler aujourd'hui à ce que le bébé drap soit recompartimenté, un peu comme ça, travailler à ce qu'il y ait une gestion plus professionnelle des carrières des artistes, c'est une bonne chose. Sauf que
Et surtout la répartition aussi de la rémunération. Oui, oui, à ce niveau également, je ne suis pas sûr. C'est vrai que c'est une réforme qui reste à être expérimentée. Comment je fais moi aujourd'hui qui joue CD, enfin, qui joue clé USB dans la voiture, comment je fais pour savoir que je dois payer une redevance à tel? Je pense que l'État doit travailler à ce que, un peu comme ça se faisait par le passé, vous savez, nous étions tous, nos parents, je vais dire nos parents parce que nous n'étions pas encore fonctionnaires à l'époque, nos parents, pour ceux qui n'avaient même pas de télé dans leur maison, payaient des taxes pour antenne. Et il y a des parents qui disent, mais à l'époque, c'était les télés blanc-noir avec batterie. Donc, on met les deux crosses de batterie, on attrape. Et quand, à un moment donné, il y a un trait noir qui vient, vous savez que la batterie est fermée, donc il faut amener la batterie. À l'époque, là, nos parents payaient des taxes ou des impôts pour les antennes et tout. Donc, comment faire aujourd'hui pour se dire, bon, écoute, à partir de cet instant, tel le conseil que tu es père de famille, tu dois payer une taxe pour les artistes. Ça va permettre peut-être aux artistes, de se sentir vraiment pris en compte, de se sentir concernés par ce qui se passe dans le pays. Mais il ne s'agit pas pour moi de faire des réformes pour des réformes. Les réformes sont toujours à parfaire. Il faut se dire, on y va comme ça, mais après voir où est-ce qu'on ajuste. Parce que, vous savez, les réformes, c'est un peu comme le commissaire qui s'assoit, qui pense stratégie, qui se dit, bon, Herman et puis Zanou sont des voleurs, vous êtes le commissaire, vous dites, bon, désormais, la stratégie, c'est de faire en sorte que ça n'évolue pas. Herman et Zanou vont s'asseoir et penser contre stratégie pour vous dribbler, vous, le commissaire. Et donc c'est comme ça. Donc, vous avez des réformes qui sont là, mais en même temps, ceux que ces réformes-là n'arrangent pas vont chercher des stratégies pour contourner encore ces réformes-là. Donc, il faut toujours avoir l'idée d'harmoniser, de redynamiser, d'actualiser. Comme ça permet un peu d'atteindre l'objectif qu'on s'est donné. Vous voulez répondre rapidement, allez-y. Oui, je crois que c'est bien vu, mais apprécions au moins cette décision qui est prise d'abord, cette nouvelle réforme, avant de dire qu'il faut parfait, parce qu'il faut l'expérimenter d'abord. Et je mettrai aussi un accent sur un point que vous avez soulevé. Trouvons le chemin pour que, parce que nos petites sœurs, même à l'âge de 10 ans, avec leur smartphone, jouent des musiques de Nicanor ou de je ne sais quoi. Du coup, si on peut trouver une petite formule, je ne sais pas si elle existe déjà, mais si on peut déjà trouver une petite formule pour que, indirectement, cet enfant qui a déjà son smartphone paye une redevance sans le savoir même que, attention, je suis en train de payer tel montant pour au moins pour que tel artiste puisse jouir du fruit de ses efforts. Je crois que ce serait bien. Mais nous serons à ce niveau un jour. De la même manière, vous ne savez pas qu'un jour, nous aurons dans notre chambre la possibilité d'établir nos pièces d'identité. Aujourd'hui, on a ça. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas, on sera à ce niveau. Question thématique. Alors, comment garantir la protection et la rémunération des artistes à travers des réformes du BBDRA? Quand on fait cette question, ça me renvoie un peu à nos pauvres patrons de maisons de télévision. Hein, je me rappelle, il y a quelques années, on a envoyé un papier à des télés pour leur dire, vous qui jouez les morceaux de tels artistes-là, vous devez payer quelque chose au BBDRA. Et je me rappelle à l'époque, les patrons de presse télé, c'était presque arracher les cheveux en se disant, mais nous on fait la promotion des artistes. Donc vous voyez, c'est compliqué de savoir que pour cette émission, par exemple, juste après, que vous jouez un son de Nicanor, un son de Nel Oliver, un clip, bon, je ne vais pas dire que nous sommes à la télé, un clip de telle personne, et qu'après on vous dise, parce que vous avez joué ce clip-là, vous devez payer une redevance. Je pense que c'est ça qu'on n'est pas encore arrivé à expliquer aux Béninois. Pour leur dire, le clip que vous avez joué, le son que vous jouez sur votre smartphone, c'est quelqu'un qui n'est pas rémunéré, quelqu'un qui n'a pas un salaire, c'est lui qui a sorti ce son, donc il faut pouvoir le rémunérer. Si on n'entre pas dans cette considération pour savoir dire aux Béninois, vous devez les aider à survivre, ça ne portera pas ses fruits. C'est d'ailleurs ça qui a fait qu'à l'époque, des télévisions ou des radios préféraient plutôt jouer des sons venus de Côte d'Ivoire et ou des sons des Nigériens en se disant que bon, au moins à ce niveau, on n'exige rien de nous. Donc, oui, en même temps qu'on veut changer de main et qu'on veut parler de thématiques, il faut travailler à ce que nous, télé, et qu'on ne puisse pas trop nous mettre le grappin dessus, sinon nos patrons qui souffrent déjà pour nous prendre en compte vont se dire, bon, vous voyez, BBDRA est encore là, comment je fais? Donc, il faut, dans toute réforme, il faut savoir quel compartiment on touche parce qu'on ne peut pas toucher à tout. Oui, les artistes, ils vont être rémunérés. Ils ont d'ailleurs commencé par le faire avec le jeune talentueux Eugène, je le connais, qui est directeur du BBDRA. Je crois qu'un travail est déjà fait à ce niveau, mais il faut toujours continuer. C'est pourquoi je parle d'actualisation continue.
Il ne faut pas dire que c'est une réforme qu'on met en œuvre et s'arrêter là. Il faut voir comment on actualise, comment on tient compte de ce que les gens apportent comme ressenti. Les observations des patrons de presse, par exemple, qui disent attention, nous sommes déjà trop pressurés par les impôts. Il faut qu'on sache, sinon, on va avoir une télé qui ne va jouer rien, aucune musique, qui va juste faire des émissions et savoir que bon, il n'a aucune redevabilité. Merci à vous pour vos différentes interventions. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci à nos invités qui se sont prêtés à l'exercice au détriment du troisième set ATMI. Vous l'aurez constaté, je ne l'ai pas annoncé au tout début, il devrait prendre un moment de retard, mais malheureusement, il n'a pu être là pour des raisons certainement personnelles. Emmanuel Aniambossou, journaliste chroniqueur, et Gisèle Zonou, journaliste indépendant, ont su jouer le jeu, mener cette émission à son terme. Merci à eux, merci à vous, chers téléspectateurs. Et on va se donner rendez-vous à dimanche prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo des éditorialistes. Mais pour l'heure, dimanche, c'est politique, ça continue avec Angèle Toboula.